Bienvenue à vous, content de vous retrouver. Oui, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Funeste Fred. Merci à notre 303e abonné, à elle ou lui, qui a fait le choix que nous respecterons de garder l'anonymat, je dois dire. J'aimerais dire aussi, pour ne plus avoir à y revenir, ceci, à vous. Oui, vous, si vous m'entendez. Vous autres, arrêtez s'il vous plaît, ça fait des années que ça dure, j'en ai marre, j'en ai ras la casquette. Vous, arrêtez en message privé, en MP, ou que ce soit de venir geindre au prétexte de comprendre que dalle à ce que je raconte. Je dis bien vous, oui, vous si vous m'entendez, détenteur, à ce que j'ai pu comprendre de titres universitaires que je n'ai pas dans vos branches, philo-linguistique, philo-histoire, que sais-je, quand vous n'êtes pas en passe carrément, et je vous en félicite au passage, de décrocher les plus hauts grades dans votre branche, hein. Si à côté de ça, franchement, vous peinez à déchiffrer une phrase à l'oral ou à l'écrit, une phrase de Frédéric Cordier, alors, ou vous vous foutez de ma gueule, ou impérativement, il faut vous remettre en question. C'est dit. Alors, dans ce numéro des livres, littérature et musique à gogo, l'évocation, nous n'avons pas encore eu l'occasion, ces 2 centenaires, nous n'avons pas encore eu l'occasion, pour ces 2 personnalités, d'en parler. Alors on va se rattraper dans ce numéro, littérature, musique à gogo. Il y aura une nouveauté en format de poche, mais tout de suite, comme nous en avons convenu, hein, et j'espère que notre numéro d'ensemble, j'espère que ça vous plaira. Alors, comme on l'a prévu tout au long de ce mois de novembre, vous savez, chez eux, avec le décalage de ce qu'on appelle le calendrier, l'ancien calendrier julien qui était toujours alors d'application là-bas, la Révolution d'octobre, eh bien, avec les 15 jours de décalage, la Révolution d'octobre, chez nous, c'est en novembre, hein, donc autant le faire en novembre. Oh, ce qu'on pourrait désigner comme quelque apostille au centième anniversaire là, de la disparition de Vladimir Ilitch Ulyanov, dit Lénine, et un poème aujourd'hui. Un poème sur les deux amours de Lénine que l'on doit à notre ami et camarade Francis Combes, et c'est tiré de son livre que j'aime beaucoup, vraiment. C'est un traité de morale, je pense vous l'avoir déjà montré, un traité de morale auquel il a donné le titre chez nos amis de chez Delga, pour l'éditeur. Il lui a donné le titre de Jardin public, sous-titré Pour une morale de la vie commune. J'aime beaucoup ce livre, écrit, rédigé absolument sans prétention, mais c'est très riche d'intuition, de bonnes réflexions par rapport au temps présent, à l'adresse des temps présents, et aussi par rapport à l'héritage, nous dirons, oui, qui nous vient du XVIIIe siècle et sur lequel il est de bon ton de déféquer à qui mieux mieux sur tous les sites dans le vent, en vogue sur cette plateforme, hein. Héritage venant philosophique, politico-philosophique, par extension venant du XVIIIe siècle. Il y a tout ça d'une certaine manière dans ce livre, dans son jardin public à Francis. Alors je vous lis son poème, Les deux amours de Lénine. Ni moine ni don Juan, disait Lénine, de l'idéal moral du Komsomol. Lui-même n'a pas laissé dans l'histoire une réputation de don Juan trop occupé à faire la révolution. On passe trop de temps, pensait-il, à parler de ces questions de sexe. La révolution a d'autres priorités. Lénine, donc, n'était pas un don Juan, mais il n'était pas non plus un moine. On lui connaît au moins deux amours. Nadejda Krupskaya, la compagne de toujours, et la belle Inès Armand, dont la mort faillit l'anéantir.
La femme qui l'aima comme une camarade et la camarade qui l'aima comme une femme. Après la mort de Lénine, ses compagnons de la direction firent silence sur ses amours, sans doute par égard pour son image de dirigeant modèle, mais Lénine, pour sa part, ne prétendait pas être un modèle. Francis Combe, je vous montre le bouquin, la première couverture que vous verrez apparaître, que vous aurez vu apparaître dans ce numéro. Le jardin public pour une morale de la vie commune. Et Inès Armand, c'est vrai qu'il était très atteint. C'est la seule fois, rapporte-t-on, où vraiment on l'a vu comme ça. Il fallait le soutenir aux funérailles d'Inès. Je me suis dit, pour une fois, ce serait bien. On parle, oui, on la mentionne toujours, cette Inès. Inès Armand, mais ce serait peut-être intéressant de vous donner quelques repères biographiques. Alors là, je suis allé, là, je ne vous montre plus la couverture car elle a dû apparaître celle-là une centaine de fois au moins déjà. Dans Lénine à Paris de Fréville, de Jean Fréville, quelques repères qu'il nous donne sur l'histoire d'Inès, si ça vous dit, bien sûr. Elle était née à Paris, 63 rue de la Chapelle, le 8 mai 1874. Elle était donc sa cadette à Vlad de 4 ans. Son père, pêcheux d'Herbanville, dit Théodore Stéphen, était un chanteur d'opéra. Intéressant, ça, pas mal, par rapport à, si vous nous suivez plus loin, pas mal par rapport à la suite de notre numéro. Son père était un chanteur d'opéra. Sa mère, Nathalie Wilde, mi-française, ou Nathalie Wilde, mi-française, mi-anglaise, également actrice, donnait aussi des leçons de chant. Théodore Stéphen mourut jeune, laissant une veuve et 3 filles. Une tante partie enseigner la musique et le français à Moscou emmena avec elle l'aînée des 3 petites filles, Inès, et sa grand-mère. Inès ou Inessa, dont on a russifié le nom, a hérité des dons musicaux de ses parents. Elle a 6 ans quand sa tante lui donne sa première leçon de piano. Cette tante compte parmi ses élèves les enfants d'une riche famille d'industriels du textile, les Armands, descendants d'émigrés français, qui habitent Pouchkino, à une trentaine de kilomètres au nord de Moscou. Famille accueillante, hospitalière, large d'esprit, qui invite chez elle, avec la tante, la grand-mère, et la petite fille. À 17 ans, Inessa obtient un diplôme d'institutrice. Elle parle à la perfection le français, le russe aussi, l'anglais, l'allemand, fine, cultivée, excellente musicienne. Elle a la délicatesse et la grâce des ingénus de Pouchkine et de Tourguenieff. Séduit par sa beauté et son intelligence, Alexandre Armand, à peine son aîné et qui a grandi avec elle, demande sa main. Inès l'épouse en 1893, elle n'a que 19 ans. De cette union naîtront en 10 ans 3 garçons, 2 filles. Bien que les Armands soient des patrons compréhensifs, libéraux, bienveillants, Inès s'émeut et s'afflige au contact de la misère ambiante et de la triste existence des ouvriers du textile. L'inégalité des conditions lui rend son bien-être intolérable. Une crise morale la détourne de la religion, ni l'enseignement de Tolstoï, ni l'activité qu'elle déploie dans des œuvres charitables pour venir en aide matériellement et moralement aux femmes et pour combattre la prostitution ne lui semblent efficaces. Un ouvrage de Piotr Lavrov, l'idéologue populiste lu en 1898, la captive, moins par ses positions théoriques que par son appel à la lutte pour un avenir meilleur. Il y a longtemps que je n'ai pas lu de livre qui corresponde autant à mes propres idées, écrit-elle dans une lettre. La jeune génération des Armands, malgré son appartenance à la bourgeoisie, n'échappe pas à l'engouement général qui pousse les intellectuels vers le socialisme. Les uns inclinent vers le marxisme, les autres appuient les socialistes révolutionnaires.
Le répétiteur des jeunes frères de son mari apporte dans leur propriété du matériel pour l'impression de tracts et de brochures clandestins. Il sera arrêté et interdit de séjour dans les grandes villes de l'Empire. En 1903, elle part pour la Suisse, où elle met au monde son cinquième enfant, un fils. Elle prolonge son séjour pour étudier les causes profondes du désaccord qui oppose bolcheviks et mencheviks. L'ouvrage de Lénine, un certain Lénine, dont elle prend connaissance à l'étranger, le développement du capitalisme en Russie, je lui ai consacré il y a peu une bonne partie d'un de nos numéros précédents, vous irez voir, je le mets en lien si vous voulez. Oui, ce livre-là, c'est ce livre-là, le développement du capitalisme en Russie, qui a fait d'elle une bolchevique. Et elle cherchera toujours à connaître un peu mieux, davantage son auteur. Voilà, hein, c'était histoire d'en savoir davantage sur la belle Inès. Alors, notre nouveauté, je vous dis en poche, en folio, c'est simplement l'édition en folio qui vient de sortir de Londres de Céline, le second des inédits. Vous savez, dans l'hypothèse où ça ne vous serait pas encore parvenu, en 2021, on a retrouvé 3 manuscrits qui étaient perdus, de Ferdinand depuis les lendemains de la Libération. Alors le premier, il a d'abord été on a d'abord édité Guerre en grand et puis, en format de poche, en folio, après-guerre, Londres et Londres qui désormais est disponible en folio. Je vais vous montrer la couverture avec, pour le dessin de couverture, une fois encore, en fonction de vos goûts, de vos préférences, nous dirons ou l'inévitable ou l'incontournable Jacques Tardy. Louis-Ferdinand des Touches, dit Céline, il avait choisi, c'était le prénom de sa mère, hein, Céline, comme nom de plume. Londres, vous pouvez le lire, on peut oui, dans le texte de présentation, on nous dit ça, notamment, ça peut être lu tout à fait indépendamment. Si vous n'avez pas lu Guerre, c'est pas grave. Et je précise, la trame est similaire à Guignol's Band, qui serait le moins connu, le moins populaire des romans de Céline. Et je me souviens, pour vous éviter, au besoin, je dis bien au besoin, pour vous éviter toute confusion, si vous voyez ça encore un jour en bouquinerie, toute une époque, la seconde partie, car on l'avait sorti en 2 parties en folio, toute une époque, Guignol, et la seconde partie de Guignol, elle avait pour titre Le Pont de Londres. Ce sont bien entendu, il vous faut voir ça, ce ne sont pas les mêmes ouvrages, il faut voir ça comme 2 livres différents. Ici, c'est Londres, donc le second des inédits, désormais disponible en petit format. Je me les procure en petit. Vous savez, je vous ai déjà raconté, je ne suis pas célinien, mais j'aime bien. Voilà, raison pour laquelle je me contente, d'attendre la sortie des inédits en poche. Alors, Heu, je suis assez impatient, je dois dire. Je suis assez hypé, comme on dirait sur, d'autres chaînes thématiques sur YouTube. Je suis assez hypé. Bon, on peut s'autoriser ce vocable british, après tout, ça se passe à Londres. Je suis assez hypé par le 3e, qui est déjà disponible en grand, mais qui sortira vraisemblablement aussi en folio dans le courant et je l'espère de 2025. Je suis assez du médiéval, vous pensez bien avec moi. Alors oui, je suis follement hypé par le troisième avec le chevalier au Moyen Âge. Franchement, et on en reparlera en fin de numéro si ça vous dit. Pareillement, je vais vous lire une bonne partie du texte d'introduction du premier chapitre dont on nous dit que ce premier chapitre, oui, le chapitre 1 de Londres serait le plus long. Le plus long chapitre d'introduction, 95 pages, 95 pages, le plus long chapitre introductif d'un roman jamais rédigé.
par Céline. Je vous lis ça en fin de numéro. Alors attention, hein, vous pouvez déjà suspendre la vidéo maintenant, mais il sera toujours faire temps de faire pause avant si vous n'avez pas envie d'entendre, et j'espère que nous ne serons pas strikés, comme on dit là, que nous ne serons pas censurés, mais voilà, ma résolution est prise, je vous lirai l'introduction du texte, de Londres. C'est corsé, oui, ça pourra heurter certaines sensibilités. C'est glauque, Londres, c'est sordide, ça se passe dans les milieux du proxénétisme, des addictions, diverses. Céline pousse les scènes de sexe le plus loin où ça lui est possible. Voilà, il n'est jamais allé aussi loin sur le plan de la crudité de ces scènes de sexe, et je suis en train de me dire qu'à l'adresse, des plus jeunes lecteurs majeurs, hein, majeurs bien sûr, ce ne serait peut-être pas superflu de préciser que Céline écrivait à une époque où nous n'avions pas encore assisté à la libéralisation des marchés du porno, bien sûr. Et lui, pour sa part, il procédait comme ça, on ne dira pas en réaction, allez, en contre-champ, par rapport à une certaine littérature qu'on disait la littérature des bas-fonds, qu'on voyait plutôt à l'époque et encore aujourd'hui comme une littérature de gauche, à la Francis Carco, hein, que lui, il jugeait assez hypocrite dans la mesure où elle restait beaucoup trop en surface, ce qui n'est pas du tout le cas, croyez-moi, en sa compagnie, hein. Donc, rendez-vous en fin de numéro. Je vais tout de même citer, c'est important, hein, pour tout le taf accompli. L'édition de Londres a été établie, on la doit à Régis Teta Manzi. On salue Régis au passage pour son taf. Je donnerai également, avant de vous lire le texte introductif, car je trouve ça très intéressant, de même quelques repères sur le plan du manuscrit. Il ne s'agit pas d'une mise au net de Céline, hein, et on nous explique dans la partie de présentation, vous irez lire, c'est passionnant, comment il s'y prenait, comment il rédigeait ses brouillons, ses versions alternatives, comment il disposait, tout ça. Alors, on y revient. En fin, de numéro, non, je ne suis pas célinien, mais j'aime bien, et je le dis toujours, bon, ce sera toujours mieux de faire l'acquisition d'un Céline, inédit ou pas. Ce sera toujours mieux de faire l'acquisition d'un livre de Céline que la moyenne de ce qu'on publie de nos jours. Les 2 centenaires à présent, oui. Alors on va, dans la musique, on va évoquer 2 musiciens, mais en s'efforçant de retomber très vite, vous savez comment on le fait, de retomber très vite sur notre perspective livresque. On va faire de son mieux pour ça, et juste avant, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, si vous habitez là-bas, la commune, ou si ça vous arrive d'aller faire un tour, amis, des alentours des pays, aux alentours de notre petit royaume, si ça vous arrive de venir nous dire un petit bonjour de temps en temps dans notre capitale. Vous savez, Schaerbeek est une commune au nord-est de Bruxelles, et je passe devant jusqu'à 2 fois par semaine. Oui, je peux passer devant jusqu'à 2 fois par semaine. C'était encore le cas il y a quelques heures à peine avant l'enregistrement de cette vidéo. Enregistré peu de temps après mon retour, jusqu'à 2 fois par semaine, je passe devant cette l'église, un édifice assez beau, assez imposant tout de même à Schaerbeek, l'église Sainte-Marie. En revanche, j'ignorais, ça je l'ai appris il n'y a pas longtemps, pour ne rien vous cacher en préparant ce numéro, j'ai appris, je l'ignorais, c'est là que fut célébré
en 1924, il y a 100 ans, le service funéraire d'un de nos 2 artistes, dont on célèbre le centenaire de la disparition cette année, en 2024, et tout de suite, là, je vais vous lire un texte. Je pense qu'il y en a pas mal qui vont identifier, reconnaître tout de suite, et si je vous dis en plus que, voilà, ça commence par que personne ne dorme, que personne ne dorme, et si je vous dis que c'est traduit de l'italien en plus, hein, en guise de standard, mais j'y reviens, que personne ne dorme, c'est un texte, ça se trouve dans l'une des œuvres les plus célèbres d'un de nos 2 compositeurs. Que personne ne dorme. Toi aussi, ô princesse, dans ta froide chambre tu regardes les étoiles qui tremblent, d'amour et d'espoir. Mais mon mystère est fermé en moi, mon nom, personne ne le saura. Non, non, sur ta bouche, je le dirai, quand brillera la lumière et que mon baiser déliera le silence qui te fait mienne. Personne jamais, et là dans l'œuvre, on entend les chœurs qui reprennent et qui disent personne, je pense que oui, il y en a beaucoup qui ont reconnu à ce stade, personne jamais ne saura son nom et nous devrons, pauvres de nous, mourir, mourir. Disparaît, ô nuit, fouillez les étoiles. À l'aube, je vaincrai. Nessun Dorma, un standard de l'opéra qui était, oui, en guise d'opéra, c'est dans Turandot, de ce compositeur qui rendait le dernier souffle à l'âge de 65 ans dans une clinique chez nous à Bruxelles. C'était le 26 novembre 1924. Oui, le 26 novembre 1924, dans un hôpital bruxellois, s'éteignait en effet à l'âge de 65 ans. Ne commencez pas, ne commencez jamais. S'éteignait Giacomo Puccini, qui s'était rendu universellement célèbre avec ses 3 réussites, ses 3 opéras alignés, La Bohème, et puis Tosca, et puis Madame Butterfly. Madame Butterfly, c'était 20 ans avant sa disparition, la création en 1904, et ça, je ne me souviens pas vous l'avoir déjà montré dans un funeste, le livre. Le livre dont s'est tiré cet opéra, Madame Butterfly. Il faut bien se dire, chez Puccini, Madame Turandot, son dernier opéra, Turandot, la Chine, Madame Butterfly, le Japon, et ça vient d'un livre, d'un roman, et il est français, c'est de Pierre Loti. Mais ça ne s'appelait pas Madame Butterfly, ça s'appelait comment? Ça s'appelait Madame Chrysanthème. Je vais vous montrer une édition relativement ancienne en LGF. Alors, elle est où Madame Chrysanthème? Ici, pardonnez-moi. Oui, une édition LGF. Pierre Loti. Oui, j'ai soin, de préciser, je l'aime beaucoup ce compositeur, je vous en ai parlé aussi dans un autre numéro, avant Puccini. Il n'était pas le 1er à avoir fait un opéra sur la base de ce bouquin. Avant l'italien, il y en a eu un en France, André Messager, quelques années à peine après la sortie du livre. Je pense que le bouquin, c'est en 1893, et vers 1897, André Messager avait proposé sa version. Et là, ça s'appelait comme le bouquin Madame Chrysanthème, et 6 ou 7 ans plus tard, la création en Italie de Madame Butterfly. Oui, sur le plan du succès, c'est resté beaucoup plus confidentiel du côté d'André Messager, mais il faut bien se dire qu'André, contrairement à Giacomo, à notre maître toscan André Messager, c'était la superstar des chefs d'orchestre de l'époque. Il n'avait pas besoin
Non, il n'avait franchement pas besoin de composer, pour vivre et il ne cherchait pas toujours à mettre plus que ça en avant, ses œuvres, ses opéras. Oui, la réception fut nettement plus confidentielle. Pour l'opéra d'André Messager et pour Puccini, il avait, déjà remporté, quelques années plus tôt, il avait, remporté, coup sur coup, 2 succès mondiaux avec Tosca et la Bohème avant. Donc oui, par rapport à la réception du public, c'était assez contrasté. Je pense que vous l'avez saisi. Lisez Madame Chrysanthème, le roman est très, très beau et il ne fait pas l'unanimité, ce compositeur, Puccini, hein, et ça me rappelle une anecdote, surtout dans la profession, j'ai remarqué, chez les compositeurs, le texte que d'ailleurs, je me souviens quand j'étais jeune et que je commençais à m'intéresser à la musique classique, à l'opéra, les amateurs d'opéra italien et d'opéra en général au sujet de Turandot, le texte Nessun Dorma est tiré de Turandot, hein, et l'histoire de cette princesse chinoise et ils me disaient toujours les amateurs: Turandot, le dernier opéra de Puccini, sur l'album, il n'y a que Nessun Dorma qui est beau. C'est devenu un standard, un hymne repris par les grands interprètes lyriques, hein, dans leur show, Nessun Dorma, tantôt par Domingo, tantôt par Pavarotti. Je pense que, oui, le plus puissant, celui qui a réussi à le tenir le plus loin à la fin, hein, au moment où on dit: «À l'aube je vaincrai», je pense que celui qui a réussi à tenir la note le plus loin à ce jour, c'est Pavarotti ou Caruso, sinon, mais voilà. À l'aube, je vaincrai. On me disait toujours: «Il n'y a que Nessun Dorma qui est beau» sur l'album de Turandot. Non, c'est un opéra, franchement, prenait la peine de l'écouter en entier, comme Madame Butterfly, si jamais fait et dans la foulée, après, s'y motiver, car on le trouve dans son intégralité avec une bonne qualité d'enregistrement. On trouve aussi l'opéra d'André Messager, Madame Chrysanthème, si ça vous dit, allez l'écouter aussi. Non, non, il n'y a pas que Nessun Dorma tout de même dans Turandot, l'opéra, il faut l'écouter au moins une fois dans son intégralité. Oui, c'est une œuvre, elle est dure, elle est violente, elle est complexe et c'était probablement la plus avancée, des partitions de Puccini qui s'intéressait assez aux compositeurs les plus révolutionnaires, les plus novateurs, de son temps, même si lui n'était peut-être pas le compositeur le plus novateur et révolutionnaire, mais il s'intéressait, toujours de très près à ce qui se faisait. Je me souviens encore que j'ai possédé à un moment une édition, de Turandot où dans le livret on mettait en vis-à-vis, je ne suis ni musicien ni musicologue, mais en vis-à-vis des fragments de partitions, pour les mettre en vis-à-vis, du Sacre du printemps de Stravinsky pour montrer les influences sans doute ou les similitudes, qui sait, hein, des fragments du Sacre du printemps, de Stravinsky en vis-à-vis avec des fragments de partitions de Turandot. Et là, je me suis toujours posé la question aussi, je ne sais pas si vous êtes amateur, ce que vous en pensez. Je ne suis pas certain, il n'a pas eu le temps de l'achever, son opéra et je me suis toujours demandé s'il aurait procédé comme le monsieur, son compatriote qui s'est chargé d'achever son œuvre par la suite, si Puccini, lui, aurait clôturé de façon finalement aussi téléphonée en remettant à fond la caisse à la fin. À fond la caisse, oui, en mettant une seconde fois Nessun Dorma, en reprenant en finale Nessun Dorma, je n'en suis pas certain. Mais bon, voilà. Alors quand je vous disais qu'il n'a pas toujours fait l'unanimité, oui, l'impression que j'ai, dans la profession, chez les autres compositeurs, ça me renvoie à une anecdote puisqu'on vient de faire allusion à lui, à Igor, Stravinsky. Quand il était retourné pour la première fois dans son pays,
Oui, pour donner ce concert des plus retentissants en Union soviétique au début des années 60 du siècle dernier. À un moment, ils s'étaient retrouvés aussi à table à un banquet où, à ce qu'on raconte, au bout d'un moment, tout le monde se faisait assez chier comme ça et il était assis à côté de Chostakovitch. On ne peut pas dire, ils se détestaient, qu'ils étaient ennemis, mais on s'était souvent arrangé, au fil de l'histoire et au fil de leur carrière, il y en avait qui s'étaient souvent arrangés pour les dresser d'une certaine manière, hein, vous avez saisi, pour les dresser d'une certaine manière, mmh, avec des motivations politiques, idéologiques ou autres, s'arranger pour les dresser d'une certaine manière, l'un contre l'autre, hein. Mmh, d'un côté, de l'Atlantique et de l'autre et là, ils étaient assis, ils étaient à c'était assez tendu, et c'est l'aîné qui a pas au bout d'un moment, a fait le choix de c'est Stravinsky qui a fait le choix de rompre la glace et vous savez ce qu'il a fait? Il s'est penché comme ça vers Chostakovitch et il lui a demandé: «Vous aimez Puccini?» Et Chostakovitch illico a répondu: «Ah non! Non, je ne le supporte pas!» Et Stravinsky: «Eh bien, moi non plus!» Et voilà ils ont passé une excellente soirée comme ça à devenir copains comme cochons en cassant oui, ils ont trouvé leur bonheur, il faut croire. Ils ont passé une merveilleuse soirée ensemble. En cassant du sucre sur le malheureux, Giacomo. Un de ces jours, je me dis je le ferai, peut-être, peut-être pas, j'en sais rien. Dites-moi ce que vous en pensez, hein. Je reviens souvent sur, quand je dis que je m'efforce de retomber sur la perspective livresque lorsque, oui, j'aime bien, évoquer, la musique classique de grands compositeurs comme aujourd'hui. Peut-être qu'il me faudrait tout de même me décider un jour à, rassembler tout ça, l'histoire, de mes rapports à l'art musical. On dit, est-ce que c'est vrai, qu'à 14 ans déjà on est fait et ce que j'ai pu m'envoyer, me mettre dans les esgourdes dans ma 15e année, bah oui, dans ma 15e année, quand j'avais 14 ans, ce que j'ai pu alors découvrir, je me revois avec les écouteurs. C'était encore le temps du vinyle et alors bon, de Puccini, je dois dire, je ne connaissais encore que les standards, les grands airs interprétés par les interprètes, les grands chanteurs auxquels je faisais allusion tout à l'heure. Je ne connaissais encore que les standards de Puccini, je dois dire, mais j'avais alors je me souviens en particulier d'un soir où, j'avais sélectionné 2 vinyles, l'un de Ravel, l'autre de Stravinsky et pendant que j'écoutais, hein, il me fallait traduire de l'anglais, les explications, le texte, au verso de la pochette et d'abord au sujet de Ravel, là j'avais compris, on disait que lui, Ravel, il allait dans d'autres mondes pour nous en ramener des sons, hein et là j'avais oui, j'avais surtout retenu qu'il allait dans d'autres mondes et au sujet de Debussy, là c'était la mer et il n'y avait pas, rapportait-on, on ne pouvait pas parler d'intervention humaine dans l'œuvre de Debussy, de présence humaine à proprement parler et on posait la question: «Décrit-il la mer, avant l'apparition du genre humain, ou après qu'il aura disparu?» Allez savoir et là j'avais retenu oui, pas de présence humaine, pas d'humanité, et quelques années plus tard, là, je n'avais plus 14 ans, mais puisqu'on dit qu'à 14 ans, on est fait, hein, non, je n'avais plus 14 ans, honnêtement. Je rentrais chez moi et quelqu'un m'attendait. Oui, figurez-vous, quelqu'un m'attendait et qui avait mis, pour passer le temps, pour écouter, pour découvrir mon disque de Madame Butterfly, hein, je suis en train de vous raconter pourquoi c'est si dur, pour moi de réécouter cet opéra.
Non pas parce que je n'aime pas la musique, loin s'en faut, mais voilà, je rentrais chez moi, quelqu'un m'attendait. J'ai entendu Madame Butterfly, oui, Madame Butterfly passer. Le problème, c'est que j'étais à mes 14 ans, j'étais encore à mes 14 ans et dans l'autre monde et pas franchement humain et bien pire, je crois bien pire que Pinkerton, hein. Je ne dirais pas plus salaud, mais pire, oui, bien pire que Pinkerton avec Madame Chrysanthème, Madame Butterfly dans le bouquin et dans l'opéra raison oui, j'étais absent, comprenez et à part ça, on nous dit que la musique, elle serait là pour ne pas mourir, de la vérité, oui, pour ne pas mourir, de la vérité, n'est-ce pas Fredo? Pas moi, Nietzsche. Mmh. Je viens de vous raconter, je ne sais pas si c'était passionnant, mais voilà pourquoi c'est si dur pour moi. Peut-être que ça vous renverra, sans vouloir vous causer de peine ou vous renvoyer à des souvenirs douloureux. Bon, pardon au besoin. Pourquoi ça m'est si dur de réécouter Madame Butterfly? L'édition que je vais vous montrer, ne cherchez pas, c'était une édition spéciale vendue par correspondance espagnole de la Deutsche Grammophon qu'un un camarade basque originaire de Bilbao m'avait gentiment offert un jour et il m'avait refilé toute sa collection. Oui, c'était une collection de livres CD, entièrement en langue espagnole. C'était très, très bien fait. C'était l'enregistrement de Butterfly sous la direction d'un autre Italien, Giuseppe Sinopoli, Freni, Carreras, Berganza, Ponce. Pas des petits, pas des minus. Là non plus. Et on a tout dit, je pense, oui, on a fait le tour en ce qui concerne Giacomo Puccini. N'en déplaise à Igor et à Dimitri, j'aime bien. J'aime bien Puccini. Écoutez aussi, si vous n'êtes pas trop branché opéra, sa musique sacrée. Elle est, oui, franchement, très très belle. Sa messe, notamment. Oui, écoutez sa messe. Vous m'en direz des nouvelles et je ne vous demande pas pour autant de croire au bon Dieu, pour autant. Alors, l'autre centenaire, là, c'est un compositeur, c'est Gabriel Fauré. Gabriel Fauré, il était né la même année, c'était un contemporain direct d'Émile Zola, comprenez. Lui était âgé de 84 ans au moment de prendre congé en 1924. Et pour ce qui est de retomber notre perspective livresque, là, tout de suite, en plus, j'espère, peut-être pas, mais peut-être vais-je vous le faire découvrir, car sincèrement, ce n'est pas avoué. Si vous êtes plutôt preneur de ce compositeur, surtout connu pour sa musique de chambre, sa musique pour orchestre, ce n'est pas le registre qui nous vient en premier lieu à l'esprit quand on en parle, Gabriel Fauré, pour l'opéra. Mais il en a fait. Il en a fait et mmh, il s'en est très, très bien sorti. Si je vous dis Pénélope, je vais vous montrer Pénélope. Alors, elle est où? Pénélope, pardonnez, voici donc et là, c'est Jessye Norman. C'est Jessye Norman qui faisait Pénélope et Ulysse, lui, l'interprète d'Ulysse est un peu moins connu, Alain Vanzo, mais c'est pas son opéra à lui, c'est bien l'opéra de Pénélope, l'histoire de la tante de Pénélope, l'épouse d'Ulysse et franchement, là aussi, là encore, si vous avez 2 petites heures, demandez. C'est Charles Dutoit, ça a été enregistré au Rocher à Monte-Carlo, l'Orchestre philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Dutoit, Jessye Norman et Vanzo, un enregistrement de 1980. Je n'en connais pas d'autres. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à me donner les références. Ce serait génial. Oui, la façon dont il transpose, dont il s'en sort.
honorablement, plus qu'honorablement, dans le registre dans ce registre de l'opéra qui n'était pas sa spécialité, son registre de prédilection. Mais il a bien fait de s'essayer, de faire même mieux que s'essayer, hein. Écoutez Pénélope de Gabriel Fauré et pour mieux connaître sa vie, je ne peux que vous recommander l'excellente biographie, cette collection, j'en parle souvent, Classica chez Actes Sud, hein, et toutes les biographies qu'il a écrites, lui, sur des compositeurs français, que ce soit Massenet, Saint-Saëns ou Fauré. Je parle de monsieur Jacques Bonhomme, j'adore ses biographies dans la collection Classica. Je mets les références de tous les bouquins, comme d'hab, en description. Et j'ai vu que les éditions du Passeur, oui, il y a un éditeur qui s'appelle comme ça et qui publie assez sur la musique. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus pointu, la correspondance, il l'aimait beaucoup, hein. Lui aussi, il l'aimait beaucoup. Son épouse, à lui, son épouse légitime à lui, Gabrielle Fauré, il l'aimait éperdument et ils se sont beaucoup écrits et vous avez leur correspondance. La correspondance de Gabriel avec sa femme a été éditée pour la première fois il n'y a pas longtemps, aux éditions du Passeur. Mais voilà, avant toute chose, et là aussi, vous viendrez m'en dire des nouvelles, hein, ça me ferait plaisir. J'aimerais bien un petit peu de retour de temps en temps, comme je le disais dans nos numéros précédents. Pénélope, vous m'en direz des nouvelles. Céline, pour terminer. Ah oui, on retourne dans Londres. Hmm. Je souffle un coup, si vous permettez, hein. Je vous ai expliqué pourquoi je ne faisais pas de pause, pourquoi on enregistrait face cam, en une prise, pour des raisons de son. Alors, oui, je vous avais dit qu'avant de lire le début du premier chapitre, je voulais vous donner ceci, car c'est très intéressant, je trouve. Les principales caractéristiques de l'écriture manuscrite de Céline. D'abord, l'indifférence fréquente, nous dit-on, les principales caractéristiques de son écriture pour ces manuscrits, vous savez, ces fameux manuscrits qu'on a retrouvés. Mmh. On nous dit d'abord indifférence fréquente à l'orthographe et à la grammaire, notamment les accords en genre et en nombre. Il faut croire qu'il s'en foutait, la grammaire, l'orthographe, quand il est rédigé. Bon, n'allait tout de même pas bâtir un dogmatisme là-dessus, prônant l'inutilité de respecter les règles de notre orthographe et de notre grammaire française. Et ce n'est même pas l'ancien prof, hein, prof de français qui parle, de langue maternelle qui s'exprime, pas même. Céline n'a pas eu que. Il s'est trompé des fois, voilà. Ça lui est arrivé des fois de se tromper, lui aussi. Donc n'allez pas dogmatiser là-dessus, sur sa façon de faire. Ponctuation anarchique, encore, souvent réduite à un tiret ou un point, hein, avec ou sans majuscule ensuite. Quasi-absence de tirets de dialogue et ou de guillemets, les dialogues pouvant intervenir sans aucune marque typographique dans le cours du récit. Faut-il être masochiste pour taffer sur une édition d'un inédit de Céline? J'en sais rien. On pourrait poser la question à notre ami Régis, hein, si un jour on le croise ou s'il nous entend. Régis, dis-nous comment ça se passe. Absence de normes dans les alinéas, les passages à la ligne étant souvent illogiques et le plus souvent difficiles à établir avec certitude. Mots abrégés, c'est pas fini. Mots abrégés parfois de façon extrême. Bon, ça peut tout à fait se comprendre. PR pour prendre, CH pour chercher, ALS pour alors. Cet abrégement est particulièrement sensible dans les mots de liaison à, de, pour, par, sur, sous, et, un comme un et un font deux, etc. Parfois réduit à un point ou même éliminé. Écriture, enfin, qui s'échauffe progressivement. Oui, ça c'est très Céline, Ferdinand. Il arrive que les premiers feuillets d'une séquence présentent une graphie à peu près déchiffrable, mais peu à peu, le trait se fait de plus en plus rapide et les mots sont jetés sur le papier avec une précipitation croissante.
Il n'y a pas que lui, hein, moi, où je suis un peu comme ça aussi, mon écriture manuscrite déjà on me dit, c'est très toubib, hein, il était toubib aussi, Céline était toubib, c'est vrai, j'ai pas son génie, mais on me dit que j'ai une écriture de toubib. Je commence, c'est très joli et puis au bout d'un moment, voilà, je oui, c'est dans la configuration nerveuse de l'individu, il faut croire. Je vous remercie d'ores et déjà de m'avoir suivi, hein, et vous allez entendre, ça peut heurter la sensibilité de certains et je dirais même que certaines expressions, certaines formules, certaines choses rapportées, vous pourriez juger ça comme relevant non sans raison de l'inconcevable. Merci à vous et j'attaque ma lecture. Voici le début, le texte introductif de Londres de Louis-Ferdinand Céline. Je vous retrouve dans moins d'une petite semaine. Désormais, on poste le lundi. On fait comme ça, désormais. Perso, ça m'arrange. Au début qu'on est arrivé, Au début qu'on est arrivé à Londres, je la voyais presque pas, l'Angèle. Si elle est venue me dire bonjour 2 ou 3 fois et que je l'enfile le premier mois, c'est tout. Elle était trop occupée, qu'elle disait, avec son purcell à s'installer, qu'elle prétendait dans une avenue que je ne connaissais pas encore du côté de Marble Arch, dans un beau quartier, comme qui dirait l'Étoile, chez nous au coin d'un parc, dans le genre de Monceau, le Hyde, le Had. Moi, j'allais jamais de ce côté-là. C'était convenu entre nous, pour pas les gêner. Je restais somme toute dans ma zone, je demandais rien à personne, qu'on me laisse tranquille. C'est pas de moi qu'elle serait venue. Les complications. Elle m'avait choisi pour ça un petit garnot dans Leicester Street, assez convenable, je dois le dire. C'est plutôt le quartier des plaisirs faciles, Leicester, une zone latérale au boulevard, si vous voulez vous faire une idée, juste à l'angle de l'Empire Theatre. À l'époque dont je parle, c'était une scène pour revue frétillante, l'Empire Theatre. C'était le moment aussi de la propagande au casse-pipe. On émoustillait l'anglais par tous les moyens, par tous les côtés, pour le faire entrer dans la danse. Et il est dur de la feuille, l'anglais. On lui présentait la chose en musique, pourtant comme un énorme voyage, bien patriotique et de noces, par un torrent de flonflon, un éberluement de cuisses hautes, en cadence, dans un paradis de fleurs électriques, bien épanoui. Je me demande ce qu'il voulait davantage. Au 22e cuirassier, ça s'était fait plus simplement, mais pour le gentleman, on faisait des efforts, c'était indélicat, on le travaillait par la suggestion, au whisky, à la cigarette, à l'orgueil, au froufrou, par la fatigue. Je disais rien, j'admirais, c'était mon rôle, mais là, ça me paraissait tout de même des jeux d'enfant. Quand j'ai plus eu d'uniforme pour me promener, le recruteur avec sa petite cocarde et sa badine, il s'approchait souvent de moi pour me tâter les sentiments. Il me donnait un coup d'amour-propre, il me prenait pour un puceau. Il avait le bagou, je me dandinais, je me laissais faire, et il y avait de quoi rêver quand même. Quand je l'écoutais, ça me rajeunissait. De tout un enfer, je revenais bien pourtant, je l'écoutais encore pour le plaisir. Ça se voyait donc pas, mon oreille, ça s'entendait donc pas, au dehors. Je vous disais que la rue où je logeais se trouvait un peu à l'écart de Piccadilly Circus, la place où il y a tant de véhicules et réclames plein les fenêtres. Une petite voie adjacente assez sournoise, la nôtre, à vrai dire, avec des boutiques où il ne se vendait pas grand-chose, hormis le cul, plus ou moins, mais en furtif, bien entendu, à l'entresol, à l'anglaise, en bas, dans le rez-de-chaussée, mine de fer salon, c'était le repos des maquereaux, toujours sur l'œil. Elle connaissait pas l'Angleterre, Angèle, mais elle avait trouvé tout de suite des relations pour moi. Elle avait présenté les connaissances, mes blessures, ça me rendait sympathique, au début.
Des vrais amis d'ailleurs, il y a pas mal à le dire. Jusqu'à un certain point, ils étaient étonnés, pardonnez-moi, ils étaient étonnés, voilà tout, par ma médaille militaire. Mais la putain de décoration, ça me posait de trop près de leurs épouses, et ça, c'était dangereux. J'ai ôté l'uniforme, je voulais pas installer. J'avais pour moi la belle mansarde ripollinée, tout en haut, juste au-dessus des chambres à Cantalou, ce petit marle de Montpellier qui faisait les voyages. Il mettait les mômes en supplément du Leicester Street. C'était déjà un homme qui avait de l'expérience, Cantalou. Quelque chose un peu comme Cascade, mais alors en beaucoup plus instruit et arrivé. Il en avait parfois des trois et des quatre gonzesses à carrer ensemble dans sa tôle en attendant des mois que leur train parte pour Rio via la Corogne. Quant à Lou, c'est le charme qui le sauvait dans le métier, pas la force. Il rencardait souvent de vraies Anglaises qui sont pourtant difficiles. Il allait en piquer jusque dans les bars de l'avenue Shaftesbury à côté des Fraîches et des Jeunettes. Une même qu'avait pas encore ses 16 ans. Les Anglaises, bien entendu, en plus des mômes du Midi, les ordinaires, il les plaçait pendant un temps à laisser aux environs de la Victoria Station. Les unes marinent un peu, oui, histoire qu'elles marinent un peu. Quand il les présentait les unes aux autres, ces gagneuses, ça faisait souvent du vilain. Elles s'y attendaient pas à être aussi nombreuses à travailler pour Cantalou. Quelquefois, ça donnait même des vraies bagarres. Sa grande Ursule, alors, la régulière, on peut dire qu'elle aimait ce boulot-là. Elle leur cassait facilement une ou deux dents, pour commencer, aux débutantes. Question de les aplanir, et puis même un balai entier sur le cul pour remettre en ordre. Quant à Lou, s'en occupait pas de son foyer. Lui, sa spécialité, c'était le charme. Au dehors, je pouvais tout entendre, moi, par la cheminée de sa chambre, quand la correction se déroulait. Quant à Lou, il préférait pas assister à ces choses-là. Il allait se remettre à côté, à la royale, sur la banquette, en peluche, avec les petits potes du Regent Street, la taverne bien connue du monde entier. Ils étaient bien heureux, les petits potes. Personnellement, de pas être rappelés au Guignol, d'être en sursis encore, les derniers Macs à Londres, à cause des varices et des emphysèmes, de la vue courte, et d'autres inconvénients bien plus marioles encore. Merci à vous.